BFM Business, le focus de Tech & Co. Comment garder l'esprit start-up? On en parle ce soir avec nos invités. Édouard de la Jonquière de SlimPay. Vous êtes le vice-président en charge du marketing. Édouard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Sébastien. SlimPay, donc dans le paiement, comme son nom l'indique. Et Damien Habon, président de Stuart, nouveau président. Oui, Stuart, exactement. Bonsoir Sébastien. Donc plateforme de coursier qui vient d'être achetée par La Poste. Alors vous, intéressant de voir qu'il y a eu ce rachat. La Poste était déjà actionnaire de votre plateforme. Mais voilà, aujourd'hui, les fondateurs s'en vont et c'est vous qui prenez les rênes. Exactement. Alors Stuart, il faut savoir que c'est effectivement un projet hyper entrepreneurial qui est né il y a 2 ans entre Paris et Barcelone. Suite à une levée record quand même sur la place de marché en France de 22 millions d'euros. Avec une prise de participation minoritaire de Géopost. S'en est suivi une croissance quand même relativement fulgurante. Quand vous dites record, c'est qu'effectivement des levées de 22 en France. Pré-lancement, il y en a pas énormément. Et donc s'en est suivi. Et même après, il y en a 5, 6 par an, grand maximum. Ouais, alors aux US, c'est quelque chose qu'on voit de manière plus fréquente, mais en Europe, c'est effectivement peu fréquent. S'en est suivi quand même un développement assez fulgurant. On a ouvert 3 pays, 5 villes. Aujourd'hui, on a 100 collaborateurs, 8 nationalités, et donc, comme vous le soulignez, le rachat à 100% par le groupe Géopost. Une boîte qui a 2 ans. 2 ans, moins de 2 ans. Très vite. Moins de 2 ans, c'était courant 2015. Exactement, courant 2015. C'est assez fulgurant. Alors, c'est vrai que c'est pas commun quand même. Les fondateurs s'en vont souvent dans la corbeille quand même. Les fondateurs, ils sont 1, 2, 3 associés, s'engagent à rester 1 an, souvent 2 d'ailleurs. Non, alors ils s'en vont pas de manière brutale. Il y a une période de transition. Par ailleurs, le top management est là et monte en puissance. Moi, j'ai rejoint l'entreprise à ce tout début, donc l'été 2015. Donc vous la connaissez par cœur. Je la connais par cœur. J'ai ouvert de nombreux pays. Donc c'est la continuité par rapport à l'existant. On rappelle donc plateforme de coursier, donc c'est vraiment comme une place de marché, enfin comme une plateforme. Vous mettez en relation, donc ça on met en relation les commerces avec ce réseau de coursiers, mais que vous n'avez pas en propre, hein, c'est pas les vôtres quoi. Non, c'est une flotte de coursiers indépendants qu'on géolocalise via une application smartphone, et donc on met en relation en temps réel. Tout commerçant, e-commerçant, avec donc la plus grande flotte de coursiers géolocalisés en ville. Bon, comment on garde l'esprit start-up là quand on est avalé par une filiale de La Poste? C'est pas évident. Alors déjà, je pense qu'il faut bien vivre son rachat. Aujourd'hui, nous on le voit comme une super nouvelle, une superbe opportunité pour plusieurs raisons. Déjà, ça envoie un signal fort aux équipes et au marché que l'offre qui a été développée ces derniers mois est la bonne, répond à un vrai besoin, que la technologie qui a été développée est une technologie de pointe. Aujourd'hui, mettre en relation un coursier et un commerçant avec des technologies, on pourra en reparler, de pooling, c'est quelque chose qui est relativement compliqué à faire. Donc ça, c'est une vraie reconnaissance de ce qui a été fait. Par ailleurs, c'est une suite évidente. Ils étaient actionnaires à 22% de la société. Ils rachètent 100% du capital avec la volonté de faire de Stuart le leader du last mile en Europe, le leader de la logistique. Bataille du dernier kilomètre. Voilà, exactement, de la logistique urbaine. Du dernier kilomètre. Envoyer des colis, tout ça, mais pour aller directement chez vous, en bas de votre immeuble, là, c'est un casse-tête. Exactement. Et avec de vraies synergies à développer avec le reste des entités du groupe. Le groupe Géopost en France, c'est les filiales DPD, Chronopost, et bien sûr un partenariat assez fort aussi avec d'autres filiales du groupe La Poste en dehors de Géopost. Mais quand ils vous rachètent, et le deal avec vous, avec vos associés, et les fondateurs qui s'en vont, progressivement, j'ai bien compris, est-ce que, oui, cette question est posée en disant comment on va faire pour casser la belle histoire, c'est la question numéro 1 qui est arrivée sur la table, et très vite on s'est assis avec les fondateurs pour essayer de se dire comment est-ce qu'on garde. Parce qu'on en a vu, comment mais bien sûr. Et très honnêtement, personnellement, c'était ma première sous-inquiétude. Et on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Le projet il est jeune. Il y a un élan, il faut le garder. Et donc, comment est-ce qu'on le garde? On remet un projet ambitieux en face. On dit pas c'est fini, il y a un nouveau projet. Ce projet, c'est de révolutionner la logistique urbaine. Aujourd'hui, la ressource en ville, elle est contrainte. Et donc, on va appliquer plus de mutualisation, et Géopost, avec sa présence aujourd'hui, va être capable d'offrir un outil de mutualisation des flux à n'importe quel transporteur ou e-commerçant demain. Et c'est Stuart qui est au centre de ce nouveau jeu. C'est l'internet physique, c'est l'internet du colis finalement. Donc l'aventure continue, c'est juste qu'on va mettre un effet de levier formidable. Alors, exactement. Au-delà de ça, une fois qu'on a le projet, il faut qu'on garde l'agilité et l'esprit d'entreprendre au sein des équipes. C'est ça qui est essentiel. Donc ça, il y a un certain nombre de leviers. On pourra revenir en détail. On va y revenir, bien sûr. Exactement. Ouais. Troisièmement, c'est un plan d'intéressement pour se dire, écoutez, il y a un potentiel de créer de la valeur, de continuer à disrupter le marché, et vous, employés, collaborateurs, vous allez continuer à y participer.
Il faut continuer à reconnaître le travail qui a été effectué. Il faut garder l'indépendance. Alors nous, on a énormément de chance parce que Geopost, c'est un groupe qui a cru par acquisition et qui s'est développé comme ça en laissant énormément d'autonomie aux filiales. Track record. On y revient dans un instant. Ouais. Édouard, vous pour SlimPay, alors autre aventure, là vous n'avez pas été racheté vous, mais en forte croissance, et là on se pose aussi des questions. C'est-à-dire qu'à 15, l'esprit start-up, on est tous à fond, on compte pas ses heures, on y croit tous et tout. Ok, mais quand on est 50, alors je sais pas combien vous êtes aujourd'hui, à 50 ou 100, c'est compliqué de garder cet esprit-là et cette cohésion-là. Ouais, nous on a un challenge un peu différent parce qu'on est sur un métier de paiement, donc on est sur un business qui demande des fondamentaux qui sont un peu plus longs à mettre en œuvre. Mais il y a justement ce sujet de garder cet esprit d'innovation dans la durée. Alors pour Stuart, c'est très rapide. Chez nous, on a plutôt un enjeu de comment continuer à garder ça sur un temps un peu plus long, parce qu'on est sur un cycle d'industrie qui est un peu plus long. Et donc, l'intermédiaire, c'est qui là ? Vous allez travailler avec qui et vendre vos solutions à qui ? Alors nous, on travaille en plus avec des grands comptes. On travaille avec des grands comptes. On a des grands clients dans l'énergie, dans l'assurance, et on est sur des temps de cycle qui sont un peu plus longs. Mais en même temps, c'est pas parce que nos clients ont des temps de décision qui sont plus longs que notre capacité d'innovation qu'il faut vivre au rythme de ses clients. Et donc on est très concrètement dans les applications SlimPay. Alors on vous voit pas, hein, c'est du B2B. Ouais. Et en gros sur un paiement récurrent, oui, à un opérateur telco ou à une assurance en ligne, de l'électricité, EDF ou un concurrent d'EDF. Ouais. Et ben on passe par votre solution là. On passe par notre solution pour signer des mandats de prélèvement et ensuite être prélevé tous les mois de sa facture. Ouais. Et donc, évidemment, des grands comptes comme ça, on les signe pas en. Voilà, et c'est un peu ça le sujet. C'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire que si on a un temps de cycle qui prend un an et demi, comment est-ce qu'on arrive à toujours mobiliser ces ressources pour garder cet esprit d'innovation et avoir ce rythme de la start-up en parallèle des temps de vente. Et donc on est un peu constamment avec 1, 2, 3 temps d'avance sur nos clients. Et il faut arriver à conjuguer ça. À la fois en interne, mais aussi avec la génération du chiffre d'affaires. Prennent un temps fou. C'est des réunions. On revient sur le contrat. On veut encore plus de preuves, c'est pas tant ça que plutôt les complexités des systèmes dans lesquels on s'inscrit. Nous, nos clients, c'est pas des startups hyper agiles qui ont la capacité d'intégrer des systèmes très rapidement. Donc, changer de prestataire de paiement quand on est un grand acteur de l'énergie, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est finalement faire rentrer un élément externe dans un écosystème qui est déjà très sécurité. Là, on parle de paiement, c'est et en plus il y a la base quoi, sécurité. C'est un peu la base de notre métier. Ouais. Édouard, vous restez avec moi. On file à San Francisco à présent. On va retrouver le patron de Nokia Tech, le président de Nokia Tech, fondateur de WeSings, même si la marque en tant que telle n'existe plus. Hein, le mot est horrible et on l'a un peu enterré ensemble. Cédric, il y a pas longtemps, il y a le mois dernier, du côté de Barcelone, le salon du mobile. Cédric Hutchings, bienvenue sur BFM. Cédric, est-ce que vous nous entendez ? Moi, je ne vous entends pas. Cédric Hutchings, donc de... Oui, je vous entends. Voilà. 1, 2. Cédric, okay. Je vous entends, effectivement. Donc, Nokia Tech, maintenant, on dit plus WeSings. Alors, on dit Digital Health au sein de Nokia Tech. Et je corrige juste, je ne suis pas le président de Nokia Tech. Je vais avoir des problèmes avec mon boss. Donc, je suis responsable de l'activité santé connectée chez Nokia Tech. Donc, le VP Digital Health en anglais. Très bien, Cédric. Alors, comment on garde l'esprit start-up quand vous étiez 30-50 à Issy-les-Moulineaux, à tout près des studios de BFM, et que maintenant vous êtes je sais plus, vous êtes peut-être au moins 200 dans cette division santé de Nokia là. Oui, on est un peu plus que ça. Alors c'est une question que je pense qu'on répond en continu. Il n'y a pas une réponse définitive. Je pense que dans des transitions importantes comme celle qu'on a vécue cette année, il est important de rester concentré sur l'essentiel. Donc l'esprit start-up, c'est que je pense que en étant une start-up et donc en jouant en fait sa survie à court et moyen terme, on est forcé à garder notre attention sur l'essentiel. Donc garder l'esprit de start-up, c'est à mon avis continuer, même si on peut voir un peu plus loin devant, on a des ressources qui sont différentes, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. C'est-à-dire, concrètement, là, quand le patron est à 6, 8, 8 000 km, oui, pour les équipes françaises en tout cas, vous concernant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les appeler tout le temps, faire de la visio, revenir régulièrement en Europe ? Alors tout ça est vrai, donc j'ai effectivement des contacts très réguliers, j'ai des matinées qui sont chargées, comme
Alors, je suis maintenant basé à l'équipe sur la côte ouest. Une grande partie de nos équipes est à Paris, donc j'ai des matinées chargées. Mais voilà, plus sérieusement et au-delà des aspects pratiques, je pense que derrière l'essentiel, il y a le produit et l'expérience utilisateur. Et donc c'est rester obsédé par les produits et l'expérience utilisateur. Et deux, rester obsédé, alors c'est très lié, par nos utilisateurs, par nos clients. Et donc de convoquer en permanence dans nos échanges en interne les clients. Donc je pense que en tout cas mon attention première, c'est et ce que je ne veux pas perdre, c'est notre capacité à regarder en dehors de nous. Voilà, quand on grandit, parfois vous savez quand on a un ventre qui grandit, on voit plus que son nombril. En fait, non, il faut pouvoir continuer à voir autour de nous et entendre et servir nos clients. On va vous retrouver dans un instant, Cédric. Alors vous n'avez pas ce problème-là chez Stuart. Il n'y a pas de 9 heures de décalage. Non. Pour l'instant, on ne sait pas comment vous allez vous développer. Vous avez des projets là à l'international. Est-ce que au dernier kilomètre, ce maillage et cette question, elle se pose aux quatre coins du globe, dans les grandes métropoles? Elle se pose dans toutes les grandes métropoles. C'est bien sûr un enjeu dès lors où il y a la densité suffisante pour opérer ce type de plateforme. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord consolider nos marchés. On a énormément à faire et notamment essayer de développer des synergies avec le reste des entités du groupe. Une fois qu'on aura trouvé la bonne recette sur comment travailler avec le reste des entités du groupe, on ira probablement l'exporter à l'étranger. Bon, SlimPay, c'est déjà à l'export. C'est déjà à l'export. Alors c'est moins loin parce que nous, notre terrain de jeu, c'est l'Europe. Donc on a des problèmes, on n'a pas de problématique de. Pas du tout les US pour l'instant. On a un bureau aux US, mais on fait de la prospection commerciale pour des activités en Europe. Donc les centres de décision sont en Europe, mais les opérations sont en Europe. Les centres de décision sont aux US, mais les opérations sont en Europe. Donc on a moins de problématiques opérationnelles. En revanche, il y a toujours cette idée et c'est ce que disait Cédric, de garder et d'arriver à faire subsister l'esprit du siège au sein des filiales. Et des bureaux qu'on a, donc ça demande des efforts de communication constante, arriver à impliquer ces gens qui ne sont pas là où se passe finalement l'innovation, et continuer à les garder au plus près de là où ça se passe pour qu'ils puissent aller porter la bonne parole sur le terrain. Messieurs, vous restez avec nous. Courte pause à 21h15. Vos questions, vos commentaires aussi en direct sur le hashtag TechCo à nos invités ce soir. Donc SlimPay, Nokia, avec Cédric à San Francisco. Et puis Stuart et son nouveau président Damien Bon. Courte pause donc, le hashtag TechCo, TECHCO. On parle de tout cela. Comment garder cet esprit start-up quand on est en forte croissance, quand on est avalé aussi par un grand groupe ou intégré. On appelle ça comme on veut. C'est donc jusqu'à 21h30. À tout de suite. Et donc jusqu'à 22h Tech & Co tous les soirs. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et on parle de l'esprit start-up. Comment garder cet esprit start-up au fil de la croissance et de son histoire. On en parle avec donc Stuart, SlimPay et Nokia, l'ancien patron de WeThings. Pour Stuart, à la plateforme de coursier, Damien, essentiellement d'ailleurs à vélo, je crois. C'est quand même assez écolo et ça fait les cuisses aussi de vos livreurs, enfin de vos coursiers, qui sont pas d'ailleurs les vôtres. On le rappelle, c'est une plateforme de mise en relation. La politique RH, là, comment vous la vivez? Comment on continue à attirer les meilleurs? Vous me direz peut-être maintenant on rêve beaucoup moins des boîtes du CAC, donc c'est pas si compliqué que ça d'attirer quand on est une start-up les jeunes diplômés. Et comment on les garde motivés, et comment on garde cet esprit start-up, qu'on soit 15, 50 ou 100 comme aujourd'hui, Stuart. Ouais, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut toujours s'attacher, bien évidemment, à recruter des profils de qualité, qui ont un esprit d'audace, qui ont un esprit de curiosité pour aller chercher plus que ce qu'on leur demande de faire au quotidien, qui est plus que ce qu'il y a dans leur fiche de poste. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de bien dimensionner, d'avoir un bon timing dans le recrutement de ces équipes. Si vous recrutez trop vite par rapport à la taille de votre métier, en fait, vous avez le risque d'être surdimensionné par rapport aux enjeux, et donc d'avoir chacun des collaborateurs qui se recroqueville sur lui-même, sur sa zone de confort. Vous perdez l'interaction aux frontières entre les équipes, et c'est là où naît la valeur, c'est là où naît l'innovation. Dans un grand groupe, c'est quasiment normal. Surstaffer dans un grand groupe, c'est normal, et c'est de croisière, c'est même quelque chose qui est recherché. C'est mortel alors.
Dans les startups, c'est mortel. À l'inverse, si vous êtes tout le temps derrière, vous risquez de faire des recrutements hâtifs, donc potentiellement de moins bonne qualité, et vous risquez de mettre et d'essorer aussi le personnel, quoi. D'essorer et de mettre en péril l'exécution de certains projets. Donc le timing, il est quasiment aussi important que la qualité des recrutements, puisque lui-même va créer une motivation pour venir travailler le matin en se disant je vais toujours plus à faire que ma fiche de poste. Cédric, vous aussi là à San Francisco avec vos équipes de Nokia Santé, vous êtes sur le fil du rasoir, vous sentez la même chose que Stuart? Alors je me retrouve beaucoup dans ce qu'a décrit Stuart, c'est cette notion d'être understaffé, donc légèrement sous-staffé. Je pense que voilà, encore une fois, c'est une contrainte qu'on va dire on a naturellement en tant que start-up, et je pense que c'est une valeur en fait, et je me retrouve encore une fois exactement dans ce qui a été dit, c'est que si ça ne tire pas quelque part et si on ne donne pas des opportunités aux employés en fait à aller plus loin et au-delà de ce qui est demandé, mais il faut les construire ces opportunités. Probablement qu'on peut pas construire de la valeur, on va dire plus rapidement que nos concurrents par exemple. Donc je me retrouve beaucoup sur cette notion de stretch. Voilà, au-delà j'ai parlé de l'essentiel, de garder le focus sur l'essentiel, il y a aussi garder un focus sur le timing et le sentiment d'urgence. Ça va un peu de pair, c'est que on ne doit pas remettre à demain, et encore une fois c'est quelque chose qu'on va faire naturellement dans une startup, qu'il faut probablement cultiver lorsque on est dans le cadre de ressources et de planning qui va aller regarder un peu plus loin devant. Ce qu'on fait aujourd'hui compte autant en fait que quand c'était une start-up aujourd'hui et pas demain. Donc cette notion, ce sentiment d'urgence et cette pression, il faut maintenant peut-être encore plus qu'avant la cultiver. Question sur le hashtag TechCo, TECHCO. Est-ce vraiment important, peut-être pour vous, Edouard, de SlimPay, est-ce vraiment aussi important et stratégique de garder l'esprit start-up comme on... Ouais, moi je crois que c'est fondamental, et je crois que grandir ne rime pas forcément avec grossir. Et je crois que le principe d'une start-up, c'est d'exploiter tout le potentiel que peut apporter la technologie. Et je pense que la technologie, c'est le cœur de nos métiers. Mais cette technologie, elle peut aussi être mise en abîme pour nous aider à grandir. Donc des muscles, mais pas de gras, quoi. Pas trop en tout cas. Ouais. Et je crois que avant de recruter, pour parler RH, il faut d'abord chercher à organiser, ensuite à automatiser, et c'est ce que nous permet de faire la technologie. Et une fois qu'on a épuisé ces deux leviers que sont l'organisation et l'automatisation, après on est en bonne position pour grandir et pour grossir, c'est-à-dire recruter. Et comment pas épuiser là vos personnels, vos collaborateurs? Parce que vous avez commencé à 2-3, hein, avec Jérôme Treinen, on l'avait reçu ici, SlimPay qui avait reçu d'ailleurs le prix Deloitte phase 50 avec une croissance phénoménale de plusieurs milliers de pourcents sur 4-5 dernières années. Et puis là aujourd'hui vous être 70. On l'a dit, c'est un temps long, on est dans le paiement, les agréments bancaires, c'est compliqué. Les grands comptes aussi, qui sont vos clients, ils prennent du temps à prendre leurs décisions, à venir faire un pacte avec vous, faire des contrats. Donc quand on se lance en 2009, qu'on est en 2017... faut pas qu'il y ait de turnover, que les gens se lassent au bout de 2-3 ans et aillent voir ailleurs. Ouais, mais je crois que justement cette frugalité dans le recrutement, parce qu'on considère que grandir, c'est d'abord organiser et automatiser, permet de garder les gens intéressés avec de l'innovation constante. Et l'innovation, elle est bien évidemment hyper importante pour nos clients, mais elle est aussi hyper importante en interne. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à garder des gens sur un temps long, parce que la personne qui a commencé numéro 5 dans la boîte, elle fait pas forcément le même métier quand le numéro 25 arrive et quand l'équipe compte 70 personnes. Et c'est aussi ça l'intérêt, je pense, pour les startups, et ça correspond un peu à un trend sociologique, c'est d'arriver à proposer plusieurs vies à l'intérieur d'une seule et même aventure avec une entreprise. Quand les startups sont intégrées, rachetées par des grands groupes, là c'est une question pour Damien et pour Cédric aussi d'abord, peut-être à San Francisco. Cédric, quand vous rentrez là chez Nokia il y a moins d'un an maintenant, vous apportez vos équipes, votre force et tout ça. Est-ce que le deal aussi c'est que vous rameniez de la jeunesse? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche dans un grand groupe avec des dizaines de milliers de personnes? Oui, évidemment, ça s'organise et ça peut marcher. Ça marche aujourd'hui dans notre cas, qui est peut-être particulier dans le sens où c'était ce qu'on appelle un reverse takeover, c'est-à-dire que l'activité de santé connectée n'était pas préexistante chez Nokia. Donc nous sommes arrivés pour démarrer, faire croître et maintenant grandir avec d'autres moyens une activité qui est
toujours sous ma responsabilité et dans les mains de l'équipe qui a construit WeThink jusque là. Donc là-dessus, si vous voulez, on n'a pas une pression qui est souvent le cas lorsqu'il y a des équipes qui doivent trouver des synergies entre elles, etc. C'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'on n'est pas dans ce cas-là. J'ai beaucoup aimé encore une fois ce qui vient d'être dit, et aussi je voudrais ajouter cette notion de cultiver le goût du risque, qui est encore une fois quelque chose qu'il faut se mettre à cultiver dans une start-up où on vit collectivement et on travaille tous à la survie de notre aventure commune. Encore une fois, c'est un peu différent dans un plus grand environnement, mais il ne faut pas perdre ce goût du risque, y compris au niveau individuel, et donc cultiver avec cette notion de risque, cultiver l'impact que peuvent avoir chaque individu sur notre aventure et sur la suite. Donc c'est vraiment aussi conserver ces ingrédients qui sont un peu donnés quand on est 10, 50, moins de 100 personnes. Il nous reste 90 secondes. Cédric, je fais un tour de table. Je commence par vous, Cédric, à San Francisco. Un conseil là pour ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés dans une aventure entrepreneuriale. Comment on garde donc cet esprit start-up tout au fil des années avec les hauts et avec les bas aussi du business? Je dirais, juste reprendrai, c'est le goût du risque, le sentiment d'urgence parmi les troupes et l'équipe, et le fait qu'on participe et on doit cultiver le fait qu'on participe collectivement à une aventure. Et je pense encore une fois, c'est pas une réponse qui est définitive, mais qui va évoluer au fur et à mesure des mutations de l'équipe, que ce soit via des acquisitions et via des différents types de croissance. C'est une question qui va être reposée en permanence. Merci Cédric, à très vite sur BFM Business. Édouard? Frugalité. Il faut arriver à conserver l'esprit de frugalité des débuts et pas se croire arrivé. Voilà. Et je pense que c'est parce que on se considère toujours comme étant en train d'essayer de construire quelque chose qu'on arrive à garder cet esprit d'innovation et cette envie d'en faire toujours plus. Bon, Damien, alors vous, c'est compliqué. Hein. À la fois, c'est pas vous qui avez fondé Stuart, même si vous êtes arrivé très très vite, et que maintenant, vous êtes à la tête, vous êtes le boss, mais que votre boîte, on l'a dit au début de l'émission, votre entreprise a moins de 2 ans. C'est allé très très vite. Oui, c'est allé super vite, mais encore une fois, pour l'enseignement principal, c'est de se reconcentrer sur un projet. Moi, je crois pas que un grand groupe va racheter une start-up pour les people. Enfin, ce serait un échec de croire ça. Il faut conserver le projet. Ce qu'ils viennent racheter, c'est le projet, c'est une ambition, c'est la capacité de venir disrupter un marché. Et ça, même avec la taille, il y a plein d'outils à disposition des entrepreneurs pour le garder, pour garder cet esprit d'entreprendre. C'est resiloter peut-être l'organisation. Dans une entreprise tech, quand elle grossit, vous pouvez mettre en place des squads. Donc les squads, c'est des équipes projets, des équipes pluridisciplinaires. Ça marche très bien. Vous pouvez redévelopper des initiatives qui favorisent l'innovation d'en bas. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre, où chacun peut dire son mot sur la création d'un comité d'engagement, justement pour permettre de mettre en œuvre et de proposer des initiatives qui permettent de créer de l'engagement et de garder cet esprit d'urgence et de focus qui a été partagé, je pense, par tous les trois et qui est hyper important. Stuart, Nokia, donc l'ex-WeThings, et Slimp a été les entreprises qui témoignaient ce soir sur cet esprit start-up. On en reparlera évidemment sur BFM Business. 21h30 dans un instant, l'ActuTech revient. Retour de l'ActuTech donc avec Jean-Christophe Roisset, ce qui s'est passé ces dernières 24 heures dans les nouvelles technologies. À tout de suite.